Décembre 2014, Brasilia. Le moment est solennel. La présidente reçoit le rapport de la Commission nationale de vérité qu'elle a elle-même mise en place voici 2 ans et demi. Dans ces 4000 pages, l'histoire sanglante des 21 années de la dictature militaire qui a écrasé le Brésil de 1964 à 1985. Militante révolutionnaire à l'époque, elle a été détenue et torturée par l'armée. J'ai dit que le Brésil méritait la vérité, que les nouvelles générations méritaient la vérité, et que surtout méritaient la vérité ceux qui ont perdu des proches, parents, amis, compagnons, et qui continuent de souffrir. Dilma Rousseff souffre toujours d'une mâchoire, fracassée par ses tortionnaires quand elle avait 22 ans. Elle n'en a guère l'habitude, mais ce jour-là, l'émotion la submerge. Et qui continuent de souffrir comme s'ils mouraient de nouveau, et toujours chaque jour. Malgré ces 4000 pages, il n'y aura aucun procès. La présidente s'est engagée à ne pas abroger la loi d'amnistie de 1979. Cette loi qui a préparé le retour à la démocratie en permettant le retour des exilés contre la promesse de ne pas poursuivre les tortionnaires. Mais pour Dilma, l'essentiel est fait. Le Brésil a accepté un travail de mémoire. Officiellement, la vérité est enfin dite. La vérité, Romildo la recherche depuis 40 ans. Depuis 1973, date de l'arrestation de son frère, disparu depuis. En ce mois de novembre 2011, son enquête personnelle l'a amené dans ce cimetière de la banlieue nord de Rio. Pas pour trouver la tombe de son frère, les disparus n'en ont évidemment pas. Zé, les crânes sont dans cette boîte, hein? Tu sais pas? Qui a déplacé le matériel? À force de fouiller des archives, de poser des questions, de recouper des informations, il a pu établir que son frère est quelque part dans ses sacs d'ossements, exhumé d'une fosse commune. Les autorités ne l'ont jamais aidé dans ses recherches. Mais les archives de la police ont un peu parlé. Il a compris que la mort de son frère Ramirez sous la torture avait été maquillée en accident de voiture. Son corps et ceux de ses compagnons de lutte ont fini à la fosse commune. Ça, c'est la corpulence de mon frère. Tu vois, là, c'est la forme de son visage. Et là, on pense que c'est le même. On pense que ça, c'est Ramirez. Aujourd'hui au moins, Romildo a pu l'enterrer dans le mémorial qu'il a financé et construit avec quelques amis pour les disparus de la dictature. En cette fin d'année 2011, les militants réunis autour de Romildo sont bien seuls. Pas de journalistes, pas d'officiels. Pourtant, la société brésilienne change. En avril 2012, les militaires qui avaient l'habitude de célébrer tranquillement entre eux leur prise de pouvoir en 1964 sont rudement chahutés par de jeunes manifestants. Ils sont dispersés sans ménagement, mais ils ont osé. Ils s'en sont pris à une institution toujours redoutée, l'armée. Et ils espèrent bien que ce n'est qu'un début. La commission Vérité, voulue par la présidente et avalisée par le Parlement, doit commencer ses travaux quelques semaines plus tard à travers tout le pays. À Brasilia, à São Paulo ou à Rio, comme ici, la parole se délie. Pour la première fois, les victimes de la dictature ont accès à une tribune officielle. Pas les morts ni les disparus, bien sûr, mais les victimes de la répression, basée sur la terreur et la torture. 20 000 personnes qui n'oublieront jamais. J'ai subi la torture
pendant 125 jours. Et ma femme a été torturée 41 fois, en face de moi, avec une matraque qui lui enfonçait dans le vagin. Ou pire, ma fille Mia, de 12 ans, prise et torturée pendant 3 jours. Je vais répéter, 12 ans, torturée 3 jours par ces canailles qui ont pris le pouvoir en 1964. Mais si les victimes s'expriment, les bourreaux, eux, se murent dans un silence glacial, sûrs de leur bon droit. À l'époque, il s'agissait de défendre le Brésil face au péril communiste. Protégés par la loi d'amnistie de 1979, qu'ils ont eux-mêmes fait voter, ils refusent de témoigner. Et quand ils sont convoqués, comme cet ancien responsable du principal centre de torture de São Paulo, ils nient tout en bloc. Le chef, le commandant, le responsable pour tout ce que sa troupe fait, ou qu'il laisse faire, j'étais ce chef de l'unité. Mais jamais il n'est arrivé cela. Jamais. C'est un mensonge. Jamais, 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 personne n'a été violé dans cet endroit à cette époque. Je le jure devant Dieu, c'est la vérité. Colonel, vous avez une déclaration à faire? Colonel, vous avez torturé ou non? Partout, la commission se heurte au silence des militaires. Elle va ainsi essuyer plusieurs refus de visite des anciens centres de torture comme celui-ci à Rio. Ce jour-là, les membres de la commission seront finalement reçus, mais à contre-cœur, hors caméra, et ils n'obtiendront pas la moindre information. L'institution d'aujourd'hui reste loyale à ses sinistres prédécesseurs. Je crois qu'il manque encore beaucoup pour que les militaires comprennent le rôle fondamental de la commission de vérité. Le niveau de leur collaboration, d'après moi, est encore très faible. Et ils n'ont pas encore ouvert jusqu'à présent leurs archives. Les documents nous sont refusés. Aujourd'hui, on va remettre au commandant de l'armée une série de revendications et on espère que ces obstacles seront dépassés et qu'on pourra avoir une coexistence démocratique avec les forces armées. On en est encore très loin au Brésil. Les militaires ne sont plus au pouvoir, bien sûr, mais ils sont encore tout puissants et dangereux. Ils sont en charge du maintien de l'ordre, mais aussi de la sécurité publique, et donc de la répression de la délinquance et du trafic de drogue qu'ils mènent avec la plus extrême violence. Ils ont tué plus de 2000 personnes en 2013, 6 par jour. Et dans 99% des cas, ces affaires ont été classées sans suite. Mais parfois, la presse s'en mêle, et la vérité éclate. Paolo a survécu par miracle à une tentative de meurtre commise par 2 policiers militaires. Reconstitution dans les rues de Rio, là où il a été arrêté au hasard par une patrouille, en compagnie de 2 autres jeunes gens, sans motif. Les policiers, enregistrés par leurs propres caméras de bord, avaient juste envie de faire un carton. On va là-haut? On va décharger un peu nos armes. Ouais, on va se marrer un peu là-haut. Dans le coffre, Mathéus me demandait « Où est-ce qu'on va, mec ?» J'ai dit « Je sais pas, mec. » Ils m'ont assis dehors et ils m'ont tiré dans le genou. Là, j'ai crié. Puis l'autre est arrivé et lui a dit « Prends le fusil ». L'autre a pris le fusil. J'ai regardé en arrière. « Vous allez me tuer ?» j'ai demandé. « Non, on ne va pas te tuer. » Mais déjà, ils me tiraient dans le dos. Et puis, ils ont tiré plein de fois sur l'autre adolescent. Alors j'ai fait semblant d'être mort. Je suis resté immobile. J'avais le corps de Mathéus sur moi. Quelques minutes plus tard, toujours sur leur caméra de bord, les policiers ont l'air parfaitement décontractés. Ils sont manifestement sûrs de leur impunité. Cette impunité qui engendre la peur dans les favelas et qui fait qu'on ne se mêle pas des affaires des autres, et encore moins de celles de la police. Paolo, en sang et avec un genou détruit, se traîne pendant 3 heures sur ce chemin qu'emprunte aujourd'hui sa tante. Personne n'ose le secourir.
Elle sait qu'il a sonné dans cette maison. Tu te souviens de l'histoire de Soumaré, du jeune que les flics ont monté là-haut pour le tuer? Non, pas du tout. Ah, ils ne parlent pas, ils ont peur. C'est pour ça que le Brésil est comme ça, car le peuple a peur de dire les choses. Je ne peux pas parler de ça. Pourquoi? C'est très difficile aujourd'hui au Brésil. C'est vrai que ça se passe comme ça, oui, mais je ne peux pas parler. Mais est-ce que vous voulez dire par là que vous avez peur de la police? Oui, mais qui n'a pas peur? Pour une fois, les policiers meurtriers attendent leur procès en prison. Mais Paolo sait que les militaires ont l'habitude de protéger les leurs, par tous les moyens. Je me sens... En fait, j'ai peur. Parce qu'ils peuvent envoyer quelqu'un pour me tuer. Les violences policières dans les favelas relèvent de l'ordinaire au Brésil. Pendant très longtemps, l'opinion publique les a estimées, sinon légitimes, du moins inévitables, au titre de la lutte contre la délinquance et le trafic de drogue. Mais au printemps 2013, les Brésiliens vont commencer à changer d'avis. Ils descendent en masse dans la rue pour protester contre la hausse des prix, la corruption et le coût exorbitant de la Coupe du Monde qui s'annonce. Et ils se retrouvent face à une police militaire extrêmement brutale, qui tire parfois à balles réelles et qui cogne sans discernement. Non plus les noirs pauvres des favelas, mais les blancs de la classe moyenne. Le Brésil commence à réaliser que quelque chose ne va pas. C'est ce que dénonce Déborah depuis près de 10 ans. Son fils a été massacré en mai 2006 dans une gigantesque opération de représailles de la police militaire. La police, qui avait perdu 43 hommes dans une opération anti-drogue, s'est vengée pendant une semaine, faisant plus de 500 morts, dont son propre fils. À la tête des Mères de Mai, elle arrive enfin à se faire entendre. On est en démocratie, mais la dictature continue. Personne n'a prévenu la police? Je pleure beaucoup parce que, à chaque fois qu'on voit une mère qui vient nous trouver pour qu'on l'aide à obtenir justice, c'est comme si je revoyais mon fils. Je pense que ce qui finit par me faire suffoquer, c'est cette justice qu'on n'a pas. Quand les enquêtes sur nos fils arrivent ici, dans ce palais de l'injustice, car pour nous c'est l'injustice, les enquêtes sont toujours toutes classées. Il n'y a pas de témoins pour les crimes d'homicide pratiqués par les agents de l'État. Il n'y en a jamais eu. Parce que ces témoins finissent par devenir les prochaines victimes. Ceux qui osent affronter les agents de l'État subissent le même destin que nos fils. C'est pas différent de la dictature. En cet été 2013, les travaux de la commission Vérité se poursuivent. L'opinion publique a changé de camp. La police militaire et donc l'armée n'attirent plus aucune sympathie. Il devient plus difficile pour les anciens officiers de la dictature de se taire. Un des premiers à rompre l'omerta était major à l'époque, affecté à un centre de renseignement et donc de torture. Il a été parfaitement identifié par une de ses victimes. À ce moment-là, 2 militaires sont entrés. Les chocs électriques ont commencé à être plus violents. Jacaranda, le major Jacaranda, c'est lui qui tournait la manivelle du téléphone qui déclenchait les chocs. Vous n'avez pas participé à des sessions? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce centre? Comment étaient les interrogatoires? Comme ça a déjà été décrit ici. Comme ça a déjà été décrit. Comme ça a été décrit, donc vous reconnaissez que se pratiquait la torture, là, au centre? Il y a eu certainement des excès. Non. Qu'est-ce que vous appelez des excès? Tout ce qui a déjà été dit ici. Par exemple? Allons-y, des chocs électriques? Oui. Suspension à une barre? Oui. Empalement? Non, j'ai jamais vu, ni su. Je l'ai su aujourd'hui.
Romildo est là, bien sûr, toujours à la recherche de la vérité sur son frère. Ce jour-là, il a au moins vu un ancien officier perdre de sa superbe. Pour moi, ça a été une surprise que le major Jacaranda comparaisse. Mais on voit que le major se met toujours dans une position subalterne d'un officier auxiliaire qu'on a sorti du nid. Il a utilisé cette expression, ils m'ont extrait du nid, quand il dit avoir commis ses excès. Romildo devra encore attendre avant de pouvoir acquérir des certitudes quant au destin de son frère. Ce sera en mars 2014, avec les révélations fracassantes de l'ancien colonel Malienche. Ce jour-là, devant les membres de la commission, Malienche parle de l'existence de plusieurs centres de torture d'où l'on ne sortait pas vivant, des maisons de la mort, comme ici, à Petropolis, près de Rio de Janeiro. Il confirme la torture systématique des militaires et des techniques pour faire disparaître les corps. Pourquoi n'avez-vous pas restitué les corps? Pour ne pas laisser de piste. Mais ce n'était pas notre technique à nous. C'est ce qu'on nous avait appris. D'accord. Et vous leur coupiez la tête ou vous leur cassiez les doigts? On leur cassait les dents. Et vous coupiez les mains? Les mains, non. Et les empreintes? Les empreintes, c'est de là à là. Ah, vous coupiez les doigts. Et ensuite? On se débarrassait des corps. Combien avez-vous tué de personnes? Hommes et femmes. Je ne vais pas répondre. Vous pouvez répondre par une parabole si vous voulez. Oui, je vais utiliser une parabole. Autant qu'il a été nécessaire. C'est un coup de tonnerre repris immédiatement par toute la presse et un éclairage précieux pour Romildo. Mon frère était un dirigeant du Parti communiste brésilien révolutionnaire qui a disparu de la direction du parti et qui est mort en 73. Et on savait que la maison de la mort, c'était là où les gens allaient mourir. Mon frère était désigné pour mourir. Donc nous, la famille de Ramirez, n'éliminons pas cette possibilité qu'il puisse être passé par là. C'est désormais un fait avéré pour tous les Brésiliens. La torture n'a pas été le fait de quelques illuminés, mais elle fut systématique et donc enseignée. L'historienne Dulce le sait trop bien. Ils m'ont emmené, je ne savais pas où. À chaque fois qu'ils me descendaient, je savais qu'il allait se passer un truc atroce. Ils ont enlevé ma capuche et j'ai vu que j'étais dans un cours de torture avec beaucoup de gens qui regardaient. Et ils ont commencé à expliquer. Ils m'ont pendu à la barre et ils ont tout recommencé. Il y avait un professeur qui faisait les démonstrations sur mon corps et donnait des explications théoriques sur la torture, les techniques. Et je me souviens d'un de ses commentaires, que la torture la plus violente est au début, dans les 24 premières heures, et qu'ensuite, il suffisait de petits chocs pour que la personne prisonnière sente la même intensité que si elle était violemment torturée de nouveau. Avec n'importe quelle petite torture, vous reproduisiez dans votre mémoire ce que vous aviez vécu dans les premières heures. Je me souviens, il disait aussi que la torture la plus efficace est de pendre la personne par les pieds et les mains à une barre et donner des chocs dans les différentes parties du corps. Début 2014, c'est une évidence pour tout le Brésil. La torture a été érigée en système sous la dictature. Il n'y a plus que les militaires maintenant pour maintenir le contraire. Ils chantent toujours l'hymne national la main sur le cœur, pour l'anniversaire de leur coup d'État.
Mais ils ont prudemment cette année avancé la date de la célébration. Par crainte de manifestations massives après les révélations du colonel Malienche. Attendez, je ne veux pas répondre sur Paulo Malienche. Je ne le connais même pas. Et je veux croire, d'après ce que j'ai entendu, que pratiquement tout ce qu'il a dit, ce ne sont que des mensonges. C'est ce que je veux croire, c'est mon opinion. Mais je ne veux pas entrer dans ce débat. Toujours le silence, donc. Mais il est de plus en plus intenable. La jeunesse qui a pris la rue n'a plus envie d'attendre gentiment les conclusions de la commission de vérité qui, de toute façon, ne pourra punir personne. Des groupes de militants multiplient les actions éclairs pour dénoncer les tortionnaires là où ils vivent. Vous le connaissez? Ouais, je crois qu'il vit dans l'allée là-bas, mais il est tellement reclus, on ne le voit jamais, il parle à personne. Leur cible d'aujourd'hui est un ex-policier, le capitaine Calandra, qui va brutalement perdre son paisible anonymat. Ces actions sont faites pour être rapides. Ce qui est important, c'est que les voisins sachent que Calandra était un tortionnaire, qu'il a violé, assassiné, c'est ça qui est important. Il n'est pas sorti. Bon, normalement, ces types restent bien cachés. Ils cachent ce qu'ils sont réellement. Mais maintenant, c'est inévitable de dire qui ils sont. D'autres agissent de façon plus discrète, mais encore plus efficace. Ce sont les procureurs indépendants, une institution particulière au Brésil. Ils peuvent se saisir eux-mêmes de dossiers qui leur semblent importants. Antonio Cabral, par exemple, s'est basé sur un arrêt de la Cour interaméricaine de justice qui a condamné le Brésil pour ne pas avoir jugé ses militaires. Il a réussi à imposer un premier procès de tortionnaire de la dictature au tribunal de Rio de Janeiro. Le pouvoir judiciaire brésilien est encore très conservateur, très réfractaire à l'idée d'instruire ces procès. Mais cette question a commencé à changer. Il y a quelques années, c'était inimaginable de penser que ces criminels pourraient arriver sur le banc des accusés. Mais cette question a évolué. On observe déjà des juges fédéraux en première instance qui reçoivent les accusations, les admettent et restreignent ainsi le champ d'application de la loi d'amnistie. La commission a clos ses travaux et le bilan est plutôt maigre. Romildo ne sait toujours pas avec précision ce qui est arrivé à son frère. Comme tant d'autres proches disparus, il espérait beaucoup de la commission. Déception. Quelques procédures sont en cours contre d'anciens tortionnaires, mais par des biais juridiques détournés. Et l'impunité des militaires d'hier et d'aujourd'hui n'a guère été remise en cause au Brésil. Dilma Rousseff a certes enfin pu assumer son passé de militante révolutionnaire pendant sa campagne, et elle a été réélue à la présidence. Mais elle a bien vite refermé la boîte de Pandore pour ne pas redonner vie à de vieux fantômes, toujours dangereux.